Dans le silence oppressant de la nuit du 17 juin 1462, une mélodie lugubre flottait au-dessus de l'immense camp ottoman. Non pas issus de lyres ou de tambours, mais des cris étouffés et du grincement des armes, présageant une terreur que même le puissant sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, n'était pas prêt à affronter. Une ombre se déplaçait parmi les tentes, non celle d'une armée, mais celle d'un cauchemar incarné, Vlad III de Valachie. Ce qui allait se dérouler dans les heures suivantes ne serait pas seulement une bataille, mais un massacre psychologique, une frappe si audacieuse et brutale qu'elle résonnerait dans les annales de l'histoire, forgeant la légende de l'homme qui deviendrait connu sous le nom de l'Empaleur. Préparez-vous à plonger dans les coulisses de la nuit où la terreur valaque devint une arme de guerre. Le crépuscule s'effaçait lentement dans une obscurité sans étoiles sur les plaines de Valachie, engloutissant les derniers vestiges d'un après-midi chaud de juin. Ce qui s'étendait sous ce voile nocturne était un spectacle qui aurait dû inspirer crainte et révérence. Le colossal camp ottoman de Mehmed II, le conquérant, une métropole éphémère de toile et d'ambition, abritant une force expéditionnaire aux proportions presque inconcevables. Les estimations varient, mais entre 100 000 et 150 000 âmes, guerriers, cavaliers, ingénieurs, intendants, eunuques, esclaves et une foule de suivants du camp formaient un organisme vivant, palpitant et, pour la plupart, inconscient du destin imminent. C'était la machine de guerre la plus redoutable que le monde ait vue depuis les jours de Gengis Khan, arrivé en Valachie avec un seul objectif, écraser Vlad III et annexer son petit principat au vaste empire ottoman. Les tentes, tissées de toiles épaisses et de peaux, s'étendaient sur des kilomètres autour de Targovishte, la capitale de Vlad, désormais assiégée et attendant sa probable chute. Il y avait des secteurs réservés à chaque corps d'armée, les redoutables janissaires, l'infanterie d'élite forgée dans la discipline et la dévotion au sultan, les agiles sipahis, la cavalerie lourde qui terrorisait les flancs ennemis, l'impressionnante artillerie avec ses canons capables d'abattre des murailles et une myriade de troupes auxiliaires, de mercenaires et de caravanes d'approvisionnement garantissant la viabilité de cette force colossale. L'air était chargé d'un mélange complexe d'odeurs, la fumée des feux crépitants, les épices des repas mijotant dans des marmites fumantes, le musc de milliers de chevaux et de chameaux, et la sueur d'hommes épuisés après une journée de marche et d'escarmouche. À cette heure, la plupart des guerriers se reposaient. Certains lavaient la poussière du voyage dans les ruisseaux voisins, d'autres réparaient leurs armures ou affûtaient leurs épées. À l'intérieur des tentes, la lumière vacillante des lampes révélait des groupes d'hommes jouant aux dés, racontant des récits de batailles passées ou écrivant des lettres à leurs familles lointaines. Parfois, le son mélodieux et solennel de l'adhan, l'appel musulman à la prière, résonnait doucement dans la nuit, invitant les fidèles à s'agenouiller en direction de la Mecque. C'était la symphonie nocturne d'une armée au repos, une orchestration de son quotidien masquant la discorde imminente. La confiance ottomane n'était pas qu'une façade, elle était le socle de leur doctrine militaire. Mehmed II était un génie stratégique, un chef qui avait défié toutes les attentes en renversant Constantinople, la seconde Rome. Il avait apporté avec lui une logistique irréprochable, des ingénieurs capables de construire des ponts sur des rivières tumultueuses en un temps record et une bureaucratie militaire assurant un approvisionnement continu, essentiel pour une force aussi nombreuse. La réputation de Vlad III, bien que brutale et notoire pour ses méthodes d'empalement, était perçue comme celle d'un simple prince valaque d'un petit principat insignifiant, entouré d'ennemis et sans le soutien cohérent d'une grande puissance chrétienne. La victoire semblait inéluctable, une simple question de siège et de patience. Les gardes ottomans, bien que nombreux, étaient disposés sur un périmètre visant davantage à contenir la Valachie qu'à repousser une attaque massive. Ils s'attendaient à un siège prolongé, peut-être à des tentatives désespérées de fuite des civils ou à de petites escarmouches en périphérie. Personne, pas même le sultan, n'imaginait le type d'assaut que Vlad s'apprêtait à déclencher. L'immensité du camp, preuve de sa puissance,
était aussi sa plus grande vulnérabilité cachée. Elle dispersait l'attention, affaiblissait la vigilance et créait un faux sentiment de sécurité qui deviendrait un piège. Les guerriers, épuisés par de longues marches sous le soleil et des affrontements antérieurs, dormaient profondément, leurs rêves peuplés par la prochaine conquête, la fin de la campagne ou les richesses promises par le pillage de Targovishte. C'était une illusion de sécurité, un géant endormi sur le point d'être réveillé non par un tonnerre, mais par un murmure mortel qui se transformerait en un cri infernal. L'obscurité de la nuit, qui pour les Ottomans était une invitation au repos, était pour Vlad le manteau parfait pour la terreur à venir. La nuit s'épaississait sur les steppes valaques, et la température, qui avait brûlé les guerriers pendant la journée, chutait, apportant une fraîcheur qui semblait inviter à un sommeil réparateur. À l'intérieur des milliers de tentes s'étendant à perte de vue, le rythme de la vie militaire ralentissait. Quelques soldats restaient éveillés, échangeant des confidences à voix basse, leurs silhouettes penchées sur des jeux de société ou des cartes rudimentaires. D'autres s'abandonnaient au confort éphémère de leur couverture, le poids des jours de marche et des escarmouches récentes les entraînant dans un sommeil profond. La discipline rigoureuse qui rendait l'armée ottomane invincible sur le champ de bataille créait paradoxalement une routine prévisible dans ses moments de repos, un rythme que Vlad savait exploiter avec maîtrise. L'ennemi de la Valachie n'était pas seulement nombreux. Dans sa propre grandeur, il était arrogant dans sa perception d'invincibilité, et cette présomption était l'invitation silencieuse à la catastrophe qui approchait. Les sentinelles ottomanes, dispersées à des points stratégiques le long du vaste périmètre du camp, étaient des seuls liens actifs avec le monde extérieur. De petits groupes de janissaires et de sipahis, leurs visages endurcis par la campagne, patrouillaient à un rythme monotone ou restaient immobiles, scrutant l'obscurité. Le silence de la steppe était un voile, seulement brisé par le chœur incessant des grillons, le bruissement des feuilles dans la brise nocturne et parfois l'aboiement lointain et spectral des chiens sauvages. Un vétéran de nombreuses campagnes aurait pu ressentir une légère pointe d'appréhension face à ce calme excessif, un pressentiment que la quiétude était prédatrice. Pourtant, ce que ces gardiens de la nuit ignoraient, c'est que chaque arbre noueux, chaque buisson dense, chaque ombre obscure du paysage était minutieusement observé, non par des patrouilles valaques en quête de nourriture, mais par des yeux froids et calculateurs, ceux du réseau d'espionnage de Vlad. Ce réseau, légendaire pour son efficacité et sa discrétion, avait fourni à Vlad des informations vitales. Il connaissait la disposition détaillée des troupes ottomanes, les itinéraires de patrouille les plus fréquents, les angles morts de la surveillance et, de manière cruciale, l'emplacement exact de la tente impériale du sultan Mehmed II. Cette information n'était pas un simple détail tactique, c'était la clé maîtresse de l'attaque qu'il orchestrait. Vlad n'avait pas l'intention d'encercler, il voulait décapiter le serpent dans son propre nid. La géographie autour de Targovishte, avec ses marécages perfides, ses forêts denses et ses ruisseaux sinueux qui seraient un enfer pour une armée conventionnelle, était un paradis pour les petites unités valaques, entraînées à opérer dans l'obscurité et sur un terrain hostile comme des ombres. Alors que les Ottomans comptaient sur leur force brute et leur supériorité numérique, Vlad misait sur son intelligence, la surprise et la supériorité tactique sur son propre territoire. Certains officiers ottomans expérimentés, peut-être ceux qui avaient déjà affronté la fureur de Vlad lors d'escarmouches précédentes et étaient témoins de sa cruauté, pouvaient avoir ressenti une légère inquiétude. La réputation de l'empaleur n'était pas seulement une légende contée autour des feux de camp, c'était un avertissement sinistre gravé dans le sang. Pourtant, même ces vétérans étaient prisonniers de la hiérarchie et des ordres du sultan qui, bien qu'un génie militaire, possédait un ego colossal et une croyance presque divine en son destin inébranlable. Il avait sous-estimé Vlad par le passé et, dans son esprit, la Valachie n'était qu'un obstacle mineur sur le chemin de sa gloire impériale.
Cette sous-estimation était sa plus grande faiblesse. La scène était prête pour un drame aux proportions épiques. L'innocence du camp ottoman, son immensité orgueilleuse et sa confiance aveugle formaient un contraste saisissant avec l'obscurité croissante et le plan diabolique qui se mettait en marche. Pour les milliers de soldats dormant sous les étoiles, l'aube apporterait la continuation de la routine d'une campagne semblant promise au succès. Pour Mehmed II, cependant, la nuit apporterait une terreur viscérale, l'humiliation d'une attaque audacieuse et une leçon inoubliable sur le véritable coût de la complaisance et la nature sauvage et implacable de son adversaire. La nuit était jeune et la terreur de Vlad III était sur le point de se déchaîner, non comme un tonnerre retentissant, mais comme un murmure mortel qui, en quelques heures, se transformerait en un cri infernal résonnant à travers l'Europe. Loin de la complaisance ottomane, tapi dans les ombres de sa propre terre, le camp valaque bouillonnait d'une énergie sombre et contenue. Il n'y avait ni le luxe des Turcs, ni l'immensité d'une armée impériale. Ici, chaque homme était un loup affamé, et chaque tente un nid de détermination brutale. Au cœur de ce foyer de résistance se tenait Vlad III lui-même, l'homme que le monde connaîtrait sous le nom de Dracula, mais qui, pour ses ennemis, était déjà l'empaleur. Cette nuit cruciale, sa silhouette incarnait la vengeance et la ruse. La lumière vacillante d'une unique torche projetait son ombre imposante sur une carte rudimentaire, mais minutieusement détaillée, du camp ottoman. Ses yeux, ayant vu la mort de son père et de son frère, aux mains des Ottomans et la trahison de ses propres nobles, brûlaient d'une intensité froide et calculatrice, dépourvue de peur, emplie d'un dessein unique, l'anéantissement. Vlad n'était pas un chef qui se cachait derrière ses hommes. Il était le premier sur la ligne de front, le stratège qui maniait aussi l'épée. Son autorité ne venait pas seulement de sa naissance, mais de la terreur qu'il inspirait et de la loyauté féroce qu'il exigeait et recevait de ces quelques guerriers triés sur le volet. Ce n'étaient pas de simples paysans armés, c'étaient des hommes endurcis par une guerre incessante, les privations et par-dessus tout, la peur et l'admiration pour leur prince. Beaucoup avaient vu leurs proches empalés sur ordre de Vlad, mais ils comprenaient que sa brutalité, aussi monstrueuse fût-elle, était la seule barrière entre la Valachie et l'anéantissement total sous le joug ottoman. Ils avaient choisi de s'agenouiller devant un tyran connu, plutôt que d'être asservis par un ennemi étranger. Autour de Vlad, ses commandants les plus fidèles recevaient leurs dernières instructions à voix basse. Des hommes comme Douka, un vétéran de nombreuses escarmouches, marqué de cicatrices racontant des récits de bataille, et Spulber, un guerrier d'une force remarquable et d'une loyauté indéfectible, étaient les piliers de sa stratégie. Il comprenait l'audace et le risque du plan. Attaquer le cœur d'une armée 10 fois plus grande, dans son propre camp, sous le couvert de la nuit, était une idée frôlant la folie. Mais pour Vlad, c'était la seule chance. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre les Ottomans dans un affrontement direct. Le seul espoir résidait dans la désorganisation, la démoralisation et, surtout, la terreur infligée à l'ennemi d'une manière que sa vaste machine de guerre ne pourrait absorber. Le plan était simple dans son audace, mais complexe dans son exécution. Diviser la petite armée valaque en plusieurs colonnes, chacune avec un objectif précis à l'intérieur du camp ennemi, mais toutes convergeant vers la tente impériale du sultan. La clé était l'infiltration silencieuse, la surprise absolue et la création d'un chaos si profond que la hiérarchie ottomane s'effondrerait. Vlad avait étudié ses ennemis pendant des années, non seulement leur tactique de guerre, mais aussi leur psychologie. Il savait que la confusion dans l'obscurité, l'absence d'ordre clair et le doute sur l'identité de l'assaillant seraient plus efficaces que n'importe quel nombre d'épées. C'était un pari tout ou rien, et le destin de la Valachie reposait sur l'équilibre de cette nuit. Chaque guerrier valaque savait ce qui était en jeu, et la dévotion à Vlad, mêlée de la terreur qu'il inspirait, était le carburant de leur courage. Alors que la lumière de la torche de Vlad dansait sur la carte, révélant chaque itinéraire d'infiltration,
Chaque point d'assaut planifié, l'atmosphère dans le camp valaque était d'une solennité presque religieuse. Il n'y avait pas l'agitation des Ottomans, mais un silence tendu, ponctué seulement par le froissement des vêtements et le murmure occasionnel de prières. Les guerriers de Vlad, beaucoup avec des visages jeunes, d'autres marqués par des années de conflit, se préparaient avec une minutie presque rituelle. Ils affûtaient leurs lames jusqu'à ce qu'elles brillent faiblement dans l'obscurité, vérifiaient les sangles de leurs armures légères et ajustaient leurs arcs et carquois remplis de flèches empoisonnées. Pour eux, ce n'était pas seulement une bataille, c'était une mission suicidaire, une vendetta contre un ennemi incarnant l'esclavage et l'anéantissement. Vlad n'était pas connu pour ses discours enflammés ou ses mots d'encouragement. Son leadership se ressentait, il ne se disait pas. Ces hommes voyaient sa détermination inébranlable, sa froideur calculatrice et la fureur latente dans ses yeux. Ils savaient qu'il ne leur demanderait rien qu'il ne fût prêt à faire lui-même. C'était l'empaleur, certes, mais aussi le seul à s'être dressé contre la puissance ottomane avec une férocité dont les rois d'Europe ne pouvaient que rêver. La foi de ces guerriers n'était pas aveugle, mais une conviction forgée dans le sang et la survie. Ils croyaient en sa capacité à trouver une brèche là où il n'en semblait pas exister, à renverser les probabilités. Le plan de Vlad était une œuvre maîtresse de guerre psychologique et tactique. Il comptait utiliser la nuit, le terrain et la complaisance ottomane contre eux-mêmes. Les unités de choc composées de ces guerriers les plus expérimentés et impitoyables seraient les premières à pénétrer, se concentrant sur l'élimination silencieuse des sentinelles et la création de voies d'accès. Derrière elles viendraient les groupes chargés de provoquer un chaos maximal, des incendiaires qui répandraient le feu dans les tentes, des archers qui tireraient des flèches au milieu de la confusion, et de petits groupes d'épéistes qui attaqueraient des points clés pour désorganiser la communication et le commandement. L'objectif n'était pas une bataille rangée, mais un massacre chirurgical et terrifiant visant à briser le moral ennemi. Alors que les derniers rayons de lumière s'évanouissaient, la tension montait. Vlad donnait ses ordres finaux, sa voix basse mais empreinte d'une autorité incontestable. Les regards de ses capitaines reflétaient une détermination pure, mêlée d'une dose de crainte révérentielle pour l'homme qui les guidait vers les portes de l'enfer. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Chaque homme connaissait son rôle, chaque mouvement avait été répété. La préparation n'était pas seulement physique, mais mentale. Ils allaient frapper comme des spectres, disparaître comme le vent et laisser derrière eux un héritage de terreur qui serait compté pendant des générations. L'obscurité était leur allié, le silence leur compagnon et la fureur de Vlad leur moteur. C'était l'heure de la prière du loup, avant que la chasse ne commence et que le camp ottoman ne découvre ce que signifiait affronter la véritable furie de Vlad, l'empaleur. Sous le voile épais de la nuit valaque, l'invasion débuta. Pas de trompette ni de cris de guerre pour alerter l'immense armée ottomane. Seulement le son subtil du vent sifflant entre les arbres et le froissement des feuilles sous les bottes silencieuses de milliers de Valaques. Vlad III, l'empaleur, n'était pas un stratège de grande bataille rangée. Il était un maître de la guerre psychologique et de l'infiltration, un chasseur nocturne sur son propre terrain. Sa petite armée, composée d'environ 7000 à 10 000 hommes, une fraction infime comparée à la force de Mehmed II, ne marchait pas en formation imposante, mais se déplaçait comme une ombre unique, fragmentée et létale. L'avant-garde était formée des guerriers les plus agiles et expérimentés de Vlad, les loups de la nuit, comme on les appelait. C'étaient des éclaireurs, des espions et des assassins, entraînés à être imperceptibles. Vêtus de peau sombre, leurs visages camouflés par la suie et l'obscurité, ils rampaient, glissaient et se faufilaient à travers les marécages boueux et les broussailles denses entourant le périmètre ottoman. Chaque pas était calculé, chaque mouvement délibéré. L'intelligence de Vlad avait cartographié les patrouilles et les positions des sentinelles avec une précision chirurgicale. Les gardes ottomans, habitués à la sécurité de leur supériorité numérique écrasante et aux patrouilles rythmées, étaient des proies faciles pour la furtivité valaque. D'un mouvement rapide et silencieux, une lame affûtée ou une corde tendue achevait le travail.
laissant le corps s'effondrer doucement dans l'herbe haute ou être traîné dans l'obscurité. Pas le temps pour les alarmes ou les cris de secours. La mort arrivait comme un murmure. Chaque sentinelle éliminée ouvrait une petite brèche dans la muraille invisible du camp ottoman. Ces failles étaient marquées de signes subtils, une branche cassée, une pierre retournée, pour les vagues suivantes de troupes valaques. La discipline était absolue. Chaque homme faisait pleinement confiance à l'exécution de ses camarades. Vlad avait instillé en eux un mélange unique de peur et de dévotion. Il savait que tout échec, toute déviation du plan entraînerait des punitions aussi brutales que celles infligées à leurs ennemis. Mais il savait aussi qu'ils se battaient pour leur terre et leur avenir, sous la direction d'un homme qui, bien qu'un monstre, était leur monstre, la seule défense contre une terreur encore plus grande. À mesure que les loups de la nuit ouvraient la voie, les premières centaines de Valaques commencèrent à s'infiltrer. Pas la masse d'une armée, mais la précision d'un scalpel. De petits groupes se dispersaient dans le vaste labyrinthe de tentes, chacun avec une tâche spécifique. Certains portaient des torches et des récipients d'huile inflammable, d'autres des arcs avec des flèches à pointe barbelée, et la majorité maniait des épées courtes et des dagues, parfaites pour le combat rapproché et brutal qui suivrait. L'intention n'était pas de confronter, mais de semer le chaos et la panique. L'objectif principal de Vlad n'était pas une victoire territoriale à ce moment-là, mais une victoire psychologique, la démoralisation totale d'un ennemi qui se croyait invincible. Le silence, l'obscurité et l'effet de surprise étaient ses plus grands alliés, et il les utilisait avec une efficacité terrifiante. L'air, auparavant empli de la tranquillité d'une armée au repos, commençait à changer. Une odeur subtile de fumée, non pas celle des feux de camp, mais quelque chose de plus âcre se répandait. Un chien aboyait hystériquement quelque part au loin, puis se taisait. De petits murmures de confusion, çà et là, commençaient à émerger, comme les premières gouttes d'une tempête imminente. Les soldats ottomans, s'éveillant de leur sommeil, se frottaient les yeux, essayant de déchiffrer les sons inhabituels dans l'obscurité. Il était trop tard. La lame était déjà à la gorge du colosse. L'odeur de fumée, d'abord subtile, devint plus âcre. C'était l'arôme reconnaissable de la toile brûlant, du bois crépitant. Les premiers foyers d'incendie apparurent, de petits points rouges et oranges qui en quelques secondes se transformaient en flammes voraces. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des signes prémédités de l'incursion valaque. Les hommes de Vlad, armés de torches et de pots d'huile, frappaient les tentes les plus vulnérables, visant les dépôts de provisions et les zones densément peuplées, où la panique se propagerait plus rapidement. Les cris commencèrent alors, d'abord isolés, puis en un chœur croissant de confusion et de peur. Un cheval hennissait hystériquement, une tente s'effondrait en flammes, et le murmure d'une armée endormie cédait la place à une clameur chaotique et désorganisée. Les soldats ottomans, réveillés brusquement par la chaleur du feu et le rugissement des cris, émergeaient de leurs tentes dans un état de désorientation totale. Sans temps de revêtir leurs armures ou de localiser leurs armes, beaucoup se retrouvaient piégés dans le labyrinthe de toiles et de fumée. L'obscurité était une ennemie implacable, transformant les amis en silhouettes menaçantes et les directions en mystères. La discipline qui les rendait redoutables en champ ouvert s'effritait rapidement sans la lumière du jour pour les guider et sans ordre clair de leurs officiers, qui luttaient eux aussi pour comprendre la nature de l'attaque. Ce n'était pas une bataille conventionnelle, avec des fronts définis. C'était un cauchemar irréel où l'ennemi surgissait des ombres, frappait et disparaissait, ne laissant derrière lui que la mort et la panique. Alors que le feu se propageait, illuminant brièvement des scènes d'horreur, les groupes d'attaque valaques opéraient avec une efficacité brutale. Pas de pitié. Les hommes paniqués étaient abattus par des coups rapides et silencieux. Les flèches à pointe barbelée, tirées par des archers cachés, frappaient des cibles sans distinction, augmentant la terreur. L'objectif principal n'était pas d'éliminer chaque soldat ottoman, mais de créer une paralysie massive, un état de désespoir où la fuite devenait la seule option. Certains Valaques,
plus audacieux, imitaient même les cris des janissaires ou des sipahis, amplifiant la confusion et poussant les Ottomans à s'attaquer entre eux dans l'obscurité. C'était une guerre des nerfs autant que des lames. La stratégie de Vlad fonctionnait avec une précision terrifiante. L'immensité du camp, qui était une forteresse de jour, se transformait en un piège mortel la nuit. Les unités ottomanes, habituées aux manœuvres à grande échelle et aux combats organisés, n'étaient pas entraînées pour ce type de guérilla nocturne, face à un ennemi qui ne se battait pas pour l'honneur, mais pour une survie implacable. Les officiers tentaient de crier des ordres, mais leur voix était étouffée par le grondement du feu et les gémissements des mourants. La chaîne de commandement s'effondrait sous le poids de la terreur inattendue. Les soldats d'élite, comme les janissaires, étaient pris par surprise dans leur quartier, beaucoup encore endormis lorsque les lames valaques les atteignaient. Le point culminant de la stratégie du chaos était la tentative d'assassinat de Mehmed II. Alors que l'enfer se répandait dans le camp, les colonnes d'attaque de Vlad convergeaient vers le centre, où devait se trouver la tente impériale du sultan. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup symbolique, la mort de Mehmed II signifierait l'effondrement immédiat de toute la campagne. Bien qu'il n'ait pas réussi à atteindre le sultan cette nuit-là, la tentative fut si proche et la terreur si écrasante que Mehmed II lui-même fut forcé de se cacher, de voir le chaos depuis sa propre tente, de ressentir la peur qu'il infligeait aux autres. Le camp ottoman, autrefois un colosse endormi, était maintenant en flammes, un chaudron de panique et de mort, prouvant que même le plus grand des empires pouvait être blessé par l'audace et la cruauté stratégique d'un seul homme. Dans le tourbillon de feu, de fumée et de cris qui enveloppait désormais le camp ottoman, autrefois paisible, une figure se mouvait avec la précision létale d'un prédateur suprême, Vlad III lui-même. Il n'était pas un général observant de loin, mais un guerrier au cœur du chaos qu'il avait orchestré. Sa présence en première ligne n'était pas un acte de bravoure imprudente, mais une démonstration calculée de son autorité et de sa soif de sang, une impulsion qui enflammait le courage de ses hommes et paralysait de terreur les cœurs ennemis. Vêtu d'une armure sombre et discrète, maniant une épée qui semblait une extension de son propre bras, Vlad était un spectre mortel, dont les coups étaient précis et définitifs. La mission principale de Vlad et de son groupe d'élite était claire: atteindre et, si possible, assassiner le sultan Mehmed II. Ils avançaient avec une détermination implacable, taillant leur chemin à travers la confusion. Les tentes étaient déchirées, les gardes étourdis, abattus, avant même de pouvoir dégainer leurs armes. Chaque pas était une course contre le temps et la découverte. Vlad savait que si le sultan était capturé ou tué, la gigantesque machine de guerre ottomane s'effondrerait. C'était un pari à haut risque, l'enjeu ultime pour renverser la donne contre un empire. À ses côtés, opérant comme des extensions de sa volonté, se trouvaient ses commandants les plus fiables. Duka, un homme robuste au regard perçant, se déplaçait avec la force d'un taureau, utilisant sa hache pour ouvrir la voie là où l'épée de Vlad exécutait. Il était la force brute, la loyauté indéfectible, un pilier de courage qui inspirait les soldats ordinaires autour de lui à combattre avec une férocité similaire. Spulber, plus agile et silencieux, était le cerveau tactique sur le terrain, capable de lire le chaos et de rediriger de petits groupes pour maximiser l'impact, éliminant les poches de résistance qui tentèrent de se former. Leur communication se faisait par des signaux rapides dans l'obscurité, compris uniquement par les hommes ayant combattu côte à côte sous le joug de Vlad pendant des années. La scène à l'intérieur du camp était infernale. Des tentes entières s'effondraient, dévorées par les flammes. La fumée épaisse piquait les yeux et la gorge, étouffant les cris de désespoir. Le terrain, autrefois un labyrinthe de toiles, devenait un champ d'obstacles de corps, de piquets de tentes tombées et d'objets en flammes. Les Valaques, habitués à opérer dans ces conditions de privation et de chaos, avaient un avantage décisif. Ils étaient les maîtres de la nuit, et les Ottomans, même dans leur propre camp, étaient les intrus. Vlad, au milieu de tout cela, conservait un sang-froid effrayant. Son visage, taché de suie et peut-être de sang, ne trahissait aucune émotion.
seulement une concentration absolue sur l'objectif. Il se déplaçait avec une économie de mouvement, chaque coup calculé pour une efficacité maximale. Pas de place pour un héroïsme vide, seulement pour l'élimination froide et efficace de chaque obstacle. Ces hommes, en le voyant en action, puisaient un courage surnaturel. La simple vue de leur chef maniant l'épée et combattant comme un démon dans l'enfer qu'il avait créé était plus motivante que n'importe quel discours enflammé. Ils étaient la lame affûtée de la volonté de Vlad, et ils tranchaient impitoyablement à travers le corps du géant endormi. L'attente de Mehmed II était de plus en plus proche, et le pouls de la peur ottomane s'accélérait à chaque pas de Vlad. À mesure que Vlad et ses fidèles avançaient, le chaos, d'abord localisé, éclata en une anarchie généralisée. L'objectif principal de l'infiltration n'était pas seulement d'incendier des tentes, mais de démanteler la chaîne de commandement ottomane, créant une confusion si profonde que les soldats ne sauraient plus qui était ami ou ennemi, qui dirigeait ou qui fuyait. Le feu, qui se propageait à une vitesse alarmante, servait de phare macabre pour Vlad, lui indiquant le chemin tout en augmentant la panique parmi les troupes ennemies, dont beaucoup étaient plus préoccupés à éteindre les flammes ou à échapper à la fumée qu'à combattre un ennemi invisible. La tente du sultan Mehmed II était l'épicentre de la tempête que Vlad avait déclenchée. Située dans une zone centrale supposée plus sûre, elle devint la cible d'une attaque concentrée et frénétique. Les guerriers valaques, sous le commandement direct de Vlad, forçaient le passage à travers les tentes les plus luxueuses, où dormaient les officiers de haut rang et la garde personnelle du sultan. Des cris d'alarme et des ordres confus résonnaient, étouffés par le bruit du combat, tandis que les élites ottomanes tentaient de s'armer et d'organiser une défense. La surprise était l'arme la plus puissante de Vlad. Les défenseurs, pris au dépourvu, n'avaient pas le temps de réagir efficacement. Des scènes d'horreur se déroulaient dans tout le camp. L'infanterie ottomane, les redoutables janissaires, invincibles dans les formations de bataille, se retrouvaient piégés dans les corridors étroits entre les tentes, attaqués de tous côtés par des valaques surgissant de nulle part et disparaissant dans l'obscurité. Beaucoup furent massacrés avant même de comprendre ce qui se passait, leurs lourdes armures devenant un fardeau plutôt qu'une protection. Les cavaliers sipahis luttaient pour monter leurs chevaux au milieu de la panique des animaux, qui hennissaient et se cabraient, terrifiés par le feu et le bruit. Certains chevaux, pris de peur, galopaient sauvagement, piétinant leurs propres troupes et ajoutant encore plus de désordre à la scène. Mehmed II lui-même, le conquérant de Constantinople, un homme qui montrait rarement de la peur, ressentit la terreur dans sa propre tente. Lui et sa garde personnelle furent réveillés par le vacarme assourdissant du combat et l'odeur de la fumée. Les récits historiques suggèrent qu'au milieu du chaos, la garde personnelle du sultan parvint à peine à le protéger d'une capture ou d'une mort. Vlad et ses hommes s'approchèrent dangereusement, forçant Mehmed à se cacher ou à être rapidement évacué vers une position plus sûre. L'audace de Vlad à viser directement le chef ennemi, au cœur de son propre camp, fut un coup psychologique que Mehmed II n'oublierait jamais. Voir son propre armée en panique et terrifiée par une force si inférieure était une humiliation profonde. Le carnage dura des heures. Lorsque les premiers rayons pâles de l'aube commencèrent à percer l'obscurité, les Valaques, ayant atteint leur objectif de causer un maximum de dégâts et de panique, commencèrent à se retirer aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Ils laissèrent derrière eux un sillage de destruction, des tentes en flammes, des corps éparpillés et une armée ottomane colossale, mais brisée, démoralisée et infestée d'une terreur palpable. L'attaque nocturne de Vlad ne fut pas une victoire décisive en termes de pertes au combat ouvert, mais une œuvre maîtresse de guerre psychologique, une démonstration brutale que la peur et la surprise pouvaient être des armes plus efficaces que la supériorité numérique. L'esprit de Vlad avait triomphé, transformant la confiance ottomane en un cauchemar inoubliable. Pour l'homme qui avait renversé les murailles byzantines et rêvait de conquérir le monde, la nuit du 17 juin 1462 devait être une simple nuit de repos stratégique. Le sultan Mehmed II, le conquérant,
reposait dans sa tente impériale luxueuse, au cœur d'un camp qu'il considérait comme imprenable. Son sommeil, profond et mérité après des semaines de campagne, fut brutalement interrompu, non par le son lointain de trompettes ennemies ou le grondement de l'artillerie, mais par une clameur croissante de terreur semblant surgir de toutes parts. Des cris stridents, les hennissements désespérés des chevaux, le cliquetis de l'acier contre l'acier et, distinctement, le crépitement furieux des flammes léchant la toile et le bois. La bulle de sécurité dans laquelle vivait le conquérant éclata soudainement. Mehmed II était un chef brillant, mais aussi un être humain qui, comme tout autre, pouvait être pris au dépourvu par un chaos absolu. La confusion initiale dut être écrasante. Il n'était pas habitué à une telle vulnérabilité. Sa garde personnelle, les loyaux et formidables janissaires qui dormaient dans des tentes adjacentes et se vantaient de leur vigilance, étaient tout aussi paniqués. Leurs cris d'alarme et leurs ordres désespérés étaient à peine audibles au-dessus du pandémonium qui éclatait. La vision était d'horreur. Des tentes en flammes, des figures sombres se déplaçant rapidement, terrorisant des soldats qui, quelques instants plus tôt, dormaient en sécurité. Pour Mehmed, maître de l'ordre et de la stratégie, c'était le cauchemar dans sa forme la plus pure, le désordre total imposé par un ennemi qu'il jugeait insignifiant. Les gardes du sultan, malgré leur loyauté et leur entraînement, luttaient pour contenir la vague de terreur. Certains couraient vers les sources du bruit, pour être abattus dans l'obscurité par des valaques semblables à des fantômes. D'autres tentaient d'ériger une défense rudimentaire autour de la tente impériale, formant une barrière improvisée de corps et de boucliers contre un ennemi qui s'infiltrait de tous côtés. L'air était épais de fumée, rendant la respiration difficile et la visibilité presque nulle. Le son des cris des blessés et des mourants se mêlait au rugissement du feu, créant une bande-son infernale que Mehmed n'oublierait jamais. Au milieu de cette scène de désespoir, la priorité absolue de la garde personnelle et des vizirs les plus proches était une seule: protéger le sultan. La panique était généralisée, mais la menace contre la vie même de Mehmed II était réelle et imminente. Vlad, avec son audace caractéristique, avait planifié l'itinéraire le plus direct vers la tente impériale, et ses hommes d'élite s'approchaient dangereusement. C'était un coup qui, s'il réussissait, décapiterait l'Empire ottoman et changerait le cours de l'histoire. Les conseillers du sultan, autrefois figures d'autorité et de sagesse, étaient maintenant aussi désorientés que les soldats ordinaires. Leurs voix, qui dictaient habituellement lois et stratégies, n'étaient plus que des bruits dans le cœur du désespoir. La fragilité de la vie, même celle d'un monarque absolu, fut révélée cette nuit-là, lorsque l'éclat de la grandeur ottomane fut terni par l'ombre de la fureur valaque. Mehmed II, le conquérant, sentit l'odeur de la défaite et de l'humiliation, non par une bataille équitable, mais par une attaque sournoise et brutale qu'il ne pouvait contrôler. Son empire, vaste et puissant, était ébranlé jusqu'à ses fondations par un petit prince qu'il avait cruellement sous-estimé. Le chaos qui s'était installé dans le camp ottoman ne montrait aucun signe d'apaisement. À mesure que les flammes consumaient les tentes et que la terreur valaque se répandait, la hiérarchie militaire de Mehmed II, si rigoureusement organisée en temps d'ordre, s'effondrait sous la pression de l'attaque surprise. Les officiers tentaient en vain de rallier leurs troupes, mais leurs cris étaient étouffés par le vacarme des morts et des blessés, et l'obscurité rendait impossible la distinction entre amis et ennemis. La communication entre les différents corps de l'armée était rompue, et chaque unité isolée affrontait son propre enfer particulier. Les janissaires, bien que redoutables, étaient entraînés pour les formations de bataille et les sièges. La guérilla nocturne, avec des ennemis surgissant de nulle part et disparaissant dans la fumée, était un type de combat pour lequel ils n'étaient pas préparés. Leur puissance était inutile contre les ombres et la peur. Au centre de ce pandémonium, la situation de la tente impériale était critique. Vlad et ses loups s'approchaient et le bruit de la bataille devenait assourdissant pour le sultan et sa garde personnelle. Mehmed II, le stratège impeccable, voyait son empire se défaire dans le désordre sous ses propres yeux. L'humiliation était palpable.
Lui, qui avait planifié chaque détail de la conquête de grandes villes et armées, était maintenant à la merci d'un prince qu'il avait ridiculisé. La légende de son invincibilité, si soigneusement construite, menaçait de s'effondrer sous l'assaut d'un ennemi qui ne jouait pas selon les règles de la guerre civilisée. Sa peur n'était pas celle d'un lâche, mais celle d'un souverain confronté à l'échec catastrophique de son propre pouvoir et de sa perception. La priorité de la garde personnelle, composée des guerriers les plus loyaux et féroces de l'Empire, devint l'évacuation immédiate du sultan. Il n'y avait plus de temps pour organiser une contre-offensive efficace au milieu de la nuit. La survie de Mehmed II était primordiale, car sans lui, l'armée entière pourrait se dissoudre dans une panique totale. La scène du retrait dut être chaotique. Des soldats frayant un chemin par la force, protégeant le sultan avec leur corps, tandis qu'ils se dirigeaient vers la périphérie du camp, où l'intensité de l'attaque de Vlad était moindre. Mehmed II, qui reculait rarement devant quoi que ce soit, fut forcé de fuir son propre camp, une expérience qui le marquerait profondément et deviendrait l'une des plus grandes taches sur son règne glorieux. Le retrait, cependant, ne signifiait pas la fin de la terreur. Même alors que le sultan s'éloignait du cœur de la bataille, les cris et l'éclat du feu le suivaient. La vision de son camp, qui quelques heures auparavant affichait la force et l'ordre de son empire, était maintenant une masse chaotique de tentes brûlées et de corps, ponctués par les foyers d'incendie allumés par les Valaques. La stratégie de Vlad n'était pas d'anéantir l'armée ottomane physiquement. Il n'avait pas les hommes pour cela, mais de l'anéantir psychologiquement. Il voulait que la peur de Vlad III soit plus puissante que la lame de n'importe quelle épée, et cette nuit-là, il y parvint. À l'aube, Mehmed II se trouverait face à la forêt d'Empalé, un spectacle d'horreur l'attendant aux abords de Targoviste, un témoignage macabre de la cruauté et de la détermination de Vlad. Mais le premier coup psychologique avait déjà été porté dans l'obscurité de la nuit. Le puissant conquérant avait été pris par surprise, son armée s'était agenouillée devant la terreur, et son aura d'invincibilité avait été, pour la première fois, gravement ébranlée. Le goût amer de cette nuit persisterait dans sa mémoire, un rappel vif que même le plus grand des empires pouvait être hanté par l'audace et la brutalité d'un seul homme. Avec les premiers rayons pâles du soleil perçant l'horizon, l'obscurité qui avait été complice de Vlad III commença à se dissiper, révélant l'ampleur totale de la boucherie et du chaos laissé dans le camp ottoman. Ce qui était autrefois une ville de tentes vibrantes et organisées ressemblait maintenant à un champ de bataille dévasté par un cataclysme. Les foyers d'incendie crépitaient encore, consumant la toile carbonisée et le bois fumant, tandis qu'un épais nuage de fumée âcre flottait dans l'air, irritant les yeux et la gorge des survivants. L'odeur des cendres, de la chair brûlée et du sang se mêlait en une puanteur nauséabonde qui marquerait la mémoire de chaque soldat ottoman présent. Le sol était jonché de corps de morts et de mourants, des janissaires tombés sans leurs armes, des sipahis arrachés de leurs couches, des suivants du camp qui n'avaient eu aucune chance de s'échapper. La confusion de la nuit avait cédé la place à une désolation silencieuse, ponctuée par les gémissements des blessés et les pleurs étouffés de ceux qui déploraient leurs camarades. Ce n'était pas l'image glorieuse d'une victoire militaire pour les Ottomans, mais la scène d'une défaite humiliante, un témoignage muet de l'efficacité brutale de l'attaque nocturne de Vlad. Les armes gisaient là où elles avaient été abandonnées dans la hâte, les équipements éparpillés, les tentes pillées ou réduites en cendres. L'impact sur le moral de l'armée de Mehmed II était palpable. Ces hommes, l'élite d'un empire en expansion, habitués à conquérir et à terroriser, étaient maintenant les terrifiés. L'invincibilité qui leur avait été inculquée fut brisée en une seule nuit. La panique d'être attaqués pendant leur sommeil, sans même voir l'ennemi, sans pouvoir combattre de manière organisée, avait laissé une cicatrice profonde. La discipline, bien que non totalement brisée, était gravement ébranlée. Les soldats se déplaçaient avec une lenteur hébétée, leurs yeux vides d'espoir, emplis seulement de fatigue et d'une peur persistante. Ils avaient survécu à l'attaque, mais l'aura d'invincibilité qui imprégnait l'armée ottomane avait été irrémédiablement rompue.
Mehmed II, qui avait échappé de justesse à la capture ou à la mort, se tenait devant son armée, une vision d'humiliation et de fureur contenue. Le visage du sultan, habituellement impassible et plein de confiance, était tendu, ses yeux reflétant la rage et l'incrédulité. Il avait sous-estimé Vlad III d'une manière qu'aucun de ses conseillers n'aurait osé faire. L'audace de l'attaque, la brutalité et la précision de l'infiltration était un témoignage de la génie maléfique de son ennemi. L'idée qu'un prince si insignifiant puisse causer une telle dévastation au cœur de son armée vaste et puissante était presque insupportable. La décision de Mehmed II était claire, bien qu'amère, battre en retraite. Poursuivre le siège de Targovishte dans de telles conditions, avec le moral de son armée en lambeaux et la menace de nouvelles attaques nocturnes planant au-dessus d'eux, serait suicidaire. La machine de guerre ottomane était puissante, mais pas invincible face à la terreur. L'honneur était blessé, l'objectif de la campagne compromis. Il fallait réorganiser, réévaluer et surtout garantir la survie de son armée pour de futures conquêtes. La retraite ne serait pas une fuite désordonnée, mais une marche prudente, alourdie par le poids de la défaite psychologique. Le sultan savait que le chemin hors de la Valachie serait long et que Vlad n'avait pas encore fini de délivrer son message d'horreur. La marche de retraite de l'immense armée ottomane était lente, pesante, bien différente de l'avance confiante d'il y a quelques semaines. Mehmed II et ses généraux tentèrent de restaurer l'ordre, mais l'expérience de la nuit précédente avait laissé une marque indélébile dans la psyché des troupes. Chaque ombre, chaque buisson semblait dissimuler une menace. L'air, encore lourd de l'odeur de la fumée et de la promesse de la terreur, semblait murmurer le nom de Vlad à chaque brise. La confiance en leur invincibilité avait été remplacée par une prudence paranoïaque, et la machine de guerre qui avait conquis des empires se déplaçait désormais avec l'hésitation d'une bête blessée. C'est alors qu'en approchant des environs de Targovishte, le paysage se transforma en un cauchemar qui glacerait le sang même des vétérans les plus endurcis. S'étendant sur des kilomètres, il y avait une forêt, non pas d'arbres, mais de corps, des milliers d'entre eux. Les estimations varient, mais entre 20 000 et 25 000 hommes, femmes et enfants, prisonniers turcs, marchands ottomans, mais principalement des soldats capturés lors des campagnes d'hiver de Vlad et des civils bulgares et turcs vivant à la frontière, étaient empalés sur des pieux. Certains agonisaient encore, d'autres n'étaient plus que des squelettes exposés aux éléments, un rappel macabre du temps que Vlad avait consacré à préparer cette réception. La vision était presque indescriptible dans sa barbarie. Des corps nus, gonflés ou desséchés, tordus dans l'agonie, transpercés par des pieux émergeant de leurs entrailles. L'odeur était insupportable, un mélange de putréfaction et d'excréments, obligeant même les plus courageux à détourner le regard. Des cris d'horreur et de nausée résonnaient dans les rangs ottomans. Beaucoup de soldats vomissaient sur place. La cavalerie hennissait en panique, se cabrant et refusant d'avancer. Le spectacle était si choquant que le récit de sa vision se répandit comme un feu de forêt, devenant l'un des témoignages les plus notoires de la cruauté de Vlad et de son impact sur la campagne ottomane. Mehmed II lui-même, le sultan, connu pour son sang-froid et son implacabilité au combat, aurait été profondément choqué. Les sources historiques, y compris l'historien byzantin Laonikos Chalkokondyles, rapportent que le sultan aurait déclaré « Que puis-je faire contre un homme qui agit ainsi ? Il a un art de gouverner singulier. Quoi qu'il arrive, je ne peux le dominer. » Cette phrase, si elle fut réellement prononcée, encapsule la terreur et l'admiration réticente que Vlad inspirait. Pour le sultan, cette forêt d'empalés n'était pas seulement un acte de cruauté, c'était une déclaration de guerre psychologique d'une ampleur épique, un monument macabre qui communiquait, sans mots, la volonté de fer et impitoyable de Vlad de protéger sa terre à tout prix. La forêt d'empalés remplit son objectif. La vision brisa le moral restant de l'armée ottomane et consolida la décision de Mehmed II de se retirer complètement de la Valachie. Il n'y avait plus de volonté de combattre.
L'idée d'affronter un ennemi qui utilisait la terreur avec une telle efficacité et sans remords était quelque chose que même les courageux janissaires ne pouvaient supporter. La campagne, qui aurait dû être une simple formalité, s'était transformée en cauchemar. Mehmed II se retira, laissant Vlad victorieux, non pas pour avoir anéanti son armée, mais pour l'avoir terrifié et humilié à un niveau psychologique profond. Ce jour-là marqua pour toujours la légende de Vlad, l'Empaleur, gravant son nom dans l'histoire non seulement comme un dirigeant brutal, mais comme un maître de la terreur qui défia et humilia un empire. La retraite de l'armée ottomane de la Valachie ne fut pas une défaite militaire conventionnelle, où une armée est complètement annihilée sur le champ de bataille. Il n'y eut pas de grande confrontation, où les forces de Vlad, en infériorité numérique, auraient pu détruire la machine de guerre de Mehmed II en un seul affrontement direct. La victoire de Vlad III à Targovishte fut d'une nature bien plus insidieuse et, pour les Ottomans, infiniment plus démoralisante. Ce fut une victoire psychologique. L'Empaleur avait compris que, face à un ennemi aux ressources et aux hommes illimités, le combat traditionnel était futile. Son génie brutal résidait dans la reconnaissance que l'esprit de l'ennemi, et non seulement son corps, était la cible principale. La stratégie de Vlad fut un coup de maître en guerre asymétrique. Il savait que l'armée ottomane dépendait fortement de sa discipline, de son organisation et surtout de son moral. La campagne était le reflet de la volonté de son sultan, et si cette volonté était brisée, le colosse s'effondrerait. L'attaque nocturne, avec son exécution furtive et brutale, fut conçue pour ébranler ses piliers. En attaquant le camp dans ses moments les plus vulnérables, l'obscurité et le sommeil, Vlad ne causa pas seulement des pertes et des destructions. Il sema la graine du doute et de la panique. Les soldats ottomans ne pouvaient plus faire confiance à la sécurité de leur propre camp, à leurs camarades dans l'obscurité, ou au commandement qui n'avait pas su les protéger d'un ennemi invisible. La forêt d'Empalé fut le couronnement de cette stratégie de terreur. Ce n'était pas un acte de barbarie aléatoire, c'était un message soigneusement orchestré, un monument macabre visible pour toute l'armée ottomane en retraite. Le spectacle de milliers de corps empalés ne visait pas seulement à infliger l'horreur, mais à communiquer une vérité simple et terrifiante. La Valachie était une terre qui résisterait jusqu'au dernier homme, et son chef était un démon prêt à tout. Cette vision brisa l'esprit des soldats ottomans d'une manière qu'aucune défaite en champ ouvert n'aurait pu accomplir. Ils virent non seulement la mort, mais une forme de mort indiciblement humiliante et douloureuse, une promesse de ce qui les attendait s'ils continuaient à avancer. L'impact fut immédiat et profond. La cohésion de l'armée ottomane, autrefois inébranlable, commença à se fissurer. Les soldats, qui auparavant marchaient avec l'assurance de la victoire, se déplaçaient désormais avec hésitation et peur, chacun imaginant son propre corps ornant un pieux valaque. Le courage face à un ennemi armé est une chose. Le courage face à une terreur indicible, face à un ennemi qui semble surgir des cauchemars les plus sombres, en est une autre. Mehmed II, le conquérant qui avait gardé son sang-froid dans d'innombrables batailles sanglantes, fut forcé de reconsidérer la viabilité de sa campagne. Il comprit que le coût de continuer serait bien plus élevé que tout gain territorial. Vlad avait réussi à inverser la dynamique de la terreur, forçant le redoutable empire ottoman à battre en retraite, non par la force brute, mais par une intimidation pure et écrasante. La retraite de Mehmed II, bien qu'elle ne fût pas une reddition formelle, fut une victoire colossale pour Vlad III et pour la Valachie. Cela signifiait la survie de son principat pour un temps encore, la préservation de son autonomie face à la marée implacable de l'Empire ottoman. Vlad avait accompli ce que de nombreux royaumes bien plus grands et puissants n'avaient pas réussi. Il avait forcé le conquérant à rentrer chez lui, la queue entre les jambes, terrifié par un seul homme et ses tactiques non conventionnelles. Cet exploit sauva non seulement la Valachie, mais éleva aussi Vlad à un statut presque mythique parmi les puissances chrétiennes d'Europe qui le voyaient comme un rempart, bien que brutal, contre l'expansion islamique. Cependant, cette victoire eut un coût immense. L'utilisation de la terreur par Vlad,
bien qu'efficace, consolida sa réputation de dirigeant cruel et inhumain. La forêt d'Empalé et les récits de l'attaque nocturne se répandirent rapidement à travers l'Europe, tant parmi les ennemis ottomans que parmi les alliés chrétiens. Il devint une figure polarisante, crainte de tous, admirée par quelques-uns et comprise par presque personne. La peur qu'il inspirait s'étendait même à l'intérieur de ses propres frontières, maintenant ses sujets et nobles soumis, mais semant aussi les graines de la méfiance et de la rébellion interne qui finiraient par entraîner sa chute. La Valachie avait été sauvée, mais le prix de ce salut fut payé par un bain de sang et la condamnation de son dirigeant à l'infamie. Pour Vlad, la victoire psychologique était la seule victoire possible. Il n'avait pas les ressources pour mener une guerre d'usure ou pour affronter les Ottomans en champ ouvert. Son pouvoir venait de son esprit astucieux, de sa volonté de dépasser toutes les limites de la cruauté et de sa capacité à transformer l'adversité en arme. Il comprit que la peur était une force plus puissante que n'importe quelle armée, capable de briser le moral et la détermination d'un ennemi bien plus grand. La bataille de Targoviste fut un témoignage de cette philosophie. Ce ne fut pas une victoire d'épée et de bouclier, mais une victoire de pieux et de terreur, un triomphe de l'esprit sur la masse. L'héritage immédiat de l'attaque nocturne fut que Mehmed II, bien que furieux, n'essaya pas une nouvelle invasion de la Valachie pendant un certain temps. L'expérience avait été trop traumatique. Le traumatisme de cette nuit résonnerait dans les couloirs du pouvoir ottoman pendant des décennies, une tache sur la réputation du grand conquérant. Vlad avait, pour une période brève mais glorieuse, stoppé l'expansion d'un empire. Il avait prouvé que même le plus puissant des tyrans pouvait être terrifié par une peur encore plus grande. Et ce fut sa véritable et terrifiante victoire. Il ne gagna pas seulement une bataille, il remporta la guerre psychologique contre un géant. La bataille de Targoviste, ou plutôt l'attaque nocturne, et la vision subséquente de la forêt d'Empalé, ne fut pas seulement un événement militaire, ce fut un tournant dans la construction de la légende de Vlad III. La renommée de l'Empaleur, qui circulait déjà dans les Balkans, explosa après cette nuit, se propageant comme un feu de forêt à travers l'Europe et l'Empire ottoman. Cette terreur psychologique, cette démonstration de cruauté calculée, garantit que le nom de Vlad ne soit pas seulement consigné dans les annales de l'histoire, mais gravé au fer et au sang dans la mémoire collective, le transformant en un archétype de tyrannie et de résistance implacable. Pour les Ottomans, l'impact fut profond et durable. Mehmed II, le conquérant, un chef qui admettait rarement une faiblesse, se retira de la Valachie. Bien qu'il ait continué ses campagnes sur d'autres fronts, l'expérience de Targoviste resta une tache sur son héritage. La terreur que Vlad inspira dans les cœurs des janissaires et des sipahis fut si intense que pendant des décennies, le nom de l'Empaleur était synonyme de cauchemar et d'un type d'horreur transcendant la mort même au combat. Ils avaient affronté de nombreux ennemis, mais aucun qui utilisa la cruauté comme un art si raffiné et efficace. La leçon de Vlad était claire. Certains ennemis sont vaincus non par la force brute, mais par la terreur absolue que leur simple existence peut infliger. Dans les cours chrétiennes d'Europe occidentale, la réputation de Vlad était plus ambiguë, mais tout aussi légendaire. Pour certains, il était un héros barbare, un rempart courageux de la chrétienté contre l'avancée islamique, un fou nécessaire pour combattre la menace ottomane. Des imprimés et pamphlets relatant graphiquement ces atrocités, souvent exagérées, circulaient dans des villes comme Nuremberg et Venise. Ces histoires, bien que sensationnalistes, servaient un but. Elles dépeignaient Vlad comme un défenseur sauvage mais efficace, un bouclier contre l'envahisseur, peu importe à quel point ses méthodes étaient répugnantes. Cependant, pour d'autres, il n'était qu'un monstre, un tyran dont les actes de cruauté surpassaient même les dirigeants les plus brutaux de son temps. La nuit de l'attaque nocturne et la vision de la forêt d'Empalé devinrent le sommet de sa légende, l'événement qui encapsula son essence. Ce n'était pas l'histoire d'une grande victoire tactique, mais celle d'un homme qui, avec une armée infiniment plus petite, parvint à briser la volonté d'un empire par la seule force de la peur.
Cette réputation, bâtie sur la terreur, fut le véritable héritage immédiat de Vlad. Il n'avait besoin ni de grandes armées, ni de fortifications imprenables. Son arme la plus puissante était son esprit, la capacité à planifier et exécuter des actes de terreur si choquants que l'ennemi préférait la retraite à l'affrontement. La graine de la légende de Vlad III, plantée dans les terres ensanglantées de la Valachie et nourrie par les récits de l'attaque nocturne et de la forêt d'Empalé, germerait et fleurirait des siècles plus tard en l'une des figures les plus emblématiques et durables de la culture populaire, Dracula. La transition du prince brutal au vampire littéraire est un témoignage fascinant du pouvoir de la narration et de la manière dont les événements historiques peuvent être déformés, exagérés et transformés en mythes. Les récits de sa cruauté, de sa soif insatiable de sang, bien que métaphorique dans le sens de sa brutalité, et de sa capacité à instiller une terreur absolue, furent les ingrédients parfaits pour la création d'un monstre surnaturel. Les éléments de la vie de Vlad, comme sa résidence dans des châteaux isolés, sa capacité à disparaître et réapparaître, et la nature grotesque de ses empalements, contribuèrent à l'atmosphère d'horreur qui inspira des auteurs comme Bram Stoker. L'étymologie même de son nom, Draculea, signifiant « fils du dragon », en référence à l'ordre du dragon auquel appartenait son père, et par association « fils du diable », fournit le lien linguistique parfait pour une figure démoniaque. Les histoires de sa cruauté, autrefois utilisées pour terrifier les ennemis politiques et militaires, furent réinterprétées à travers une lentille gothique, le transformant en un être des ténèbres se nourrissant de la vie de ses victimes. L'impact de la bataille de Targovishte sur la construction de cette légende est indéniable. Le décor d'une attaque nocturne d'un ennemi surgissant des ténèbres pour terroriser un vaste camp est l'essence même d'un cauchemar. La forêt d'Empalé devint une image viscérale de la dépravation humaine, un décor qui s'intégrerait aisément dans un roman d'horreur. Cette bataille spécifique solidifia l'image de Vlad comme un être au-delà de la compréhension humaine, un démon sous la forme d'un prince. Peu importait que le Vlad historique fût un être humain, bien que terrible. Pour la légende, il était quelque chose de plus ancien et de plus sombre. Ainsi, l'héritage de Vlad III transcende l'histoire militaire et politique. Il devint un symbole. Pour la Roumanie, il est un héros national qui défendit son pays contre un ennemi écrasant, un dirigeant qui imposa l'ordre par la terreur, mais qui maintint l'indépendance. Pour le monde, il est l'archétype du vampire, l'incarnation du mal gothique et de la terreur. La nuit de Targovishte, avec son mélange d'astuce, de brutalité et de panique, fut l'un des chapitres les plus importants qui transforma un prince valaque en une figure immortelle. Un monstre qui continue de fasciner et de terrifier des siècles après sa mort. Sa victoire la plus durable ne fut pas sur un champ de bataille, mais dans l'imaginaire collectif, où il continue d'empaler la peur dans les cœurs de ceux qui le connaissent. L'attaque nocturne de Vlad III nous montre comment la terreur et la stratégie peuvent se fondre en une arme puissante. Mais que révèle-t-elle sur la nature humaine et la quête du pouvoir? Laissez votre commentaire ci-dessous. Quelle leçon vous a le plus marqué dans la brutalité de Vlad? Si vous êtes fasciné par les esprits derrière l'histoire et cherchez des idées pour la vie moderne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Ensemble, dévoilons plus de secrets des grands dirigeants qui ont défini des époques.